mener ce genre de réforme, sachant finalement que la situation est très difficile et qu'il ne faudrait pas ajouter la crise à la crise, c'est-à-dire l'austérité à la crise. Et c'est la question. Je peux me alors. Voilà, en général, notamment les deux alertes, finalement, oui, bon. Pour rebondir sur la question de la gravité de la crise, la situation actuellement qualifiée d'une situation pré-cessation de paiement, à mon avis, c'est, on va dire, c'est inéluctable parce que, quelque part, on n'a pas su procéder à une réingénierie du modèle économique tunisien. Et là, ça date depuis quelques décennies quand même. Et avec ce retard-là, le report d'échéance nous a donné une situation alarmante, notamment quant aux finances publiques, la gestion des finances publiques. Parce que là, c'est l'asphyxie, on va dire, pour assurer le cours normal de l'État, de ses charges. Et à ce niveau-là, fort heureusement ou malheureusement, ça nous a mis sur la table tous les problèmes de l'économie tunisienne. Dans le sens que tout ce qui est finances publiques cachait quelque part les mots à main X de l'économie tunisienne. Maintenant, on a, on va dire, tous les ingrédients pour revoir tout le modèle. Donc, à ce niveau-là, il y a deux vitesses. Il faut aller vers les quick wins, les décisions rapides pour regagner et faire face à la crise de confiance entre tous les opérateurs locaux et internationaux. Et parallèlement à cet effort pour réanimer un peu le corps malade de l'économie tunisienne, parallèlement, il y a tout un travail bien pensé pour administrer les réformes structurelles qui sont plus ou moins, on va dire, il y a un consensus sur pas mal de chantiers, quelle que soit l'idéologie économique ou les intérêts des opérateurs économiques. Donc à ce niveau-là, faut-il avoir un État qui d'ores et déjà doit repenser son rôle, et notamment après la crise Covid, tout ça, donc il y a tout un travail, et là on peut s'inspirer un peu quand même des idées et des propositions à l'échelle internationale, aussi bien pour chaque État, mais aussi pour les écrits, les papiers des organismes qui gèrent un peu, que ce soit à la phase globalisation et l'après-globalisation, et leurs exigences pour être justement dans un niveau plus ou moins, on va dire, décent par rapport à tout ce qui est rating, notation, indicateur et on va dire, image du pays pour notamment le pilier qu'on cherchait toujours à assurer, c'est ramener un peu les IDE. Donc là, nous avons trois vitesses, quelque part, c'est pas deux. Donc les quick wins pour avoir la confiance de nouveau entre tous les opérateurs locaux et internationaux. La partie réforme structurelle et surtout rester dans le satellite, dans les radars justement on va dire des entités drainant les IDE. Comment renouer l'équilibre administratif, la confiance avec le Fonds monétaire international? Tout à fait, Syed. Moi, je pense que la situation est vraiment explosive. Explosif parce qu'aujourd'hui, on est en train de constater qu'il y a plusieurs sonnettes d'alarme qui sont tirées à la fois, que ce soit au niveau intérieur ou bien au niveau extérieur.
Donc nous avons vu les partenaires sociaux, nous avons vu aussi la centrale des patrons, nous avons vu aussi les opérateurs économiques, un certain nombre d'intervenants, d'observateurs qui ont alerté par rapport à la gravité de la situation économique et financière en Tunisie. Et puis nous avons vu aussi ces agences de notation, ces instances internationales qui ont tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises, et aujourd'hui on arrive à un niveau vraiment très alarmant, notamment au niveau des agences de notation. Quand on arrive donc avec Fitch Ratings ou bien avec Moody's à des notations de ce niveau-là, c'est-à-dire à une catégorie qui est aujourd'hui, qui nous classe dans les pays où la dette devient spéculative, où on est dans une situation à un niveau très risqué, où les financeurs et les investisseurs ne sont plus, je dirais, conseillés pour investir ou pour financer la Tunisie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on arrive à une situation vraiment explosive. Je rappelle juste pour les agences de notation, parce que c'est très important et beaucoup ne le savent pas, c'est que pour arriver à des notations où nous étions, où la Tunisie était en 2010 et en 2011, c'est-à-dire avant le 14 janvier 2011, c'est-à-dire à un niveau où on a le grade investisseur ou investissement. Donc ça, c'est des niveaux, donc il faut au préalable des années pour arriver à ces niveaux-là. Et aujourd'hui, quand on chute à des niveaux, donc Moody's c'est 3C, avec perspective négative, c'est qu'il nous faut encore des années, voire des décennies, pour revenir à des notations équivalentes de ce que nous avions donc en 2010. Donc il ne faut pas croire qu'avec une baguette magique, aujourd'hui, on va reprendre le grade investisseur ou investissement que nous avions en 2010. C'est ce qui est très grave. Il faut être conscient, ce que nous sommes en train de perdre, c'est très précieux. Ce sont des acquis qu'on a pu obtenir après des années et des années de labeur et après des années et des années d'efforts. Donc ce n'est pas, je dirais, facile de revenir à ces niveaux-là. Donc la situation est vraiment explosive pour nous et la Tunisie est en train de perdre des acquis qui sont très précieux, très précieux. Maintenant, je reviens donc à ces questions de réforme et à cette question de relation avec le FMI. Moi, je pense que déjà, il y a une problématique au niveau de la sémantique et au niveau de la communication, au niveau gouvernemental, ou bien des gouvernements successifs. Aujourd'hui, nous avons des gouvernements qui parlent de réformes douloureuses. Réformes douloureuses. Qu'est-ce que ça veut dire, réforme douloureuse ? D'abord, quand on parle de réforme douloureuse, c'est-à-dire c'est une connotation péjorative. C'est qu'on est en train de se décourager et de décourager les autres parties prenantes pour entreprendre ces réformes. Et c'est pour ça que vous avez des vétos de la part de l'UJTT, c'est pour ça que vous avez des peurs au niveau de l'opinion publique par rapport à ces réformes. Il y a une manière pour mener des réformes, il y a une gouvernance des réformes. On les connaît, les réformes. Tout à fait, on les connaît, les réformes, mais les réformes, il y a deux choses. D'abord, si les réformes ne sont pas faites à temps, d'accord ? Donc après, ça se complique. Parce que la situation des entreprises publiques aujourd'hui, ce n'est pas la situation des entreprises publiques en 2011, en 2012 ou en 2013. C'est vraiment aujourd'hui, on atteint le fond, le tréfonds même. Pour la fonction publique, pareil. Aujourd'hui, la situation devient encore plus compliquée. Et donc, à partir de là, à chaque fois qu'on retarde les réformes, et on a l'impression que ces gouvernements successifs sont en train de s'envoyer ces patates chaudes, donc, et puis de ne pas vouloir faire ces réformes-là, parce qu'il y a un prix à payer, mais aussi un courage politique, une responsabilité par rapport au pays et par rapport à l'ensemble des parties prenantes. Et donc, moi, je pense que l'aspect gouvernance des réformes est très important, au-delà même du contenu de ces réformes. Moi, je ne parlerai plus de réformes si j'étais au pouvoir. Je parlerai de transformation. Donc pour être dans le positif, avec des connotations positives, je vais transformer la fonction publique. Je vais transformer le portefeuille de l'État. Je vais transformer la fiscalité pour que la fiscalité ne soit plus l'épée de Damoclès sur la tête de l'opérateur économique ou le contribuable tunisien, pour que la fiscalité soit un levier de croissance.
je vais changer aussi la perception par rapport à la caisse de compensation. Aujourd'hui, il est clair qu'une partie de la compensation va vers des gens qui n'ont pas besoin de cette compensation. Et les gouvernements successifs l'ont constaté. Et les études l'ont constaté, les observateurs, les experts l'ont constaté. Donc aujourd'hui, pourquoi retarder encore plus cette transformation, on va dire? Et on peut la commencer graduellement. On peut commencer par toucher quelques biens, quelques services, mais pas toucher toutes les catégories. On peut commencer par toucher les catégories supérieures et puis ne pas toucher directement la catégorie même donc de la classe moyenne, parce qu'on a besoin, et il s'est effrité, il s'est un peu périclité pendant ces dernières années, et bien sûr la catégorie de la classe des pauvres, et donc commencer graduellement par opérer cette transformation. Donc aujourd'hui, tout ça est absent. Le discours politique est absent. La communication politique est absente. Aujourd'hui, le FMI, qu'est-ce qu'il demande? On en a parlé avec les gens du FMI. Ils demandent des garanties par rapport à la réalisation des réformes. Les réformes, ils les connaissent. Les réformes sont claires. Mais par contre, ce qu'ils demandent à ce gouvernement, c'est le how to do, comme disent les Américains. Comment faire pour que ces réformes aboutissent? Aujourd'hui, on a et nous avons donc des problèmes et un problème de crédibilité. C'est-à-dire que les gouvernements successifs qui se sont engagés sur ces réformes-là ne les ont pas réalisées et ils n'ont pas tenu leurs engagements. Et donc à partir de là, comment voulez-vous que le FMI adhère à nouveau avec un gouvernement qui n'a pas de garantie par rapport à sa stabilité et par rapport à sa pérennité. Aujourd'hui, on a des échéances électorales annoncées d'ici la fin de l'année. Et ce qu'il faut savoir, et je termine par ce point, c'est que ces réformes ou ces transformations, on ne peut pas les faire en quelques mois, on ne peut pas les faire en une année, on ne peut pas les faire en 2 ans ou 3 ans. Il nous faut au moins des échéances de 5 ans et plus pour mener ces réformes et ces transformations, et que ce soit mené dans le temps, et que ce soit mené graduellement. Il ne faut pas faire les choses donc à la va-vite, et il faut qu'il y ait des évaluations, des checkpoints, où à chaque fois on évalue chaque action. Parce qu'on peut entreprendre des réformes et d'un seul bloc, et ça peut ne pas réussir à partir du moment où on n'évalue pas assez les actions. Donc voilà comment moi je vois les choses. Moi je ne parle plus de réforme, je parle de transformation, et j'insiste sur le mot gouvernance de ces transformations-là, c'est-à-dire comment les conduire. Le fond, on le connaît, mais comment conduire ces réformes ou ces transformations? Est-ce que Bloom, ce qui se fait et se dit, la politique qui est menée aujourd'hui, ne vous paraît pas effectivement en total déphasage par rapport aux enjeux, aux difficultés dont vous parlez? Quand je vois plus du mal à échemourir, finalement, il y a les entreprises citoyennes, la réconciliation fiscale, pénale. J'allais dire qu'il y a nécessité, il y a besoin de politique publique ou sectorielle. Nous avons finalement machine dans une autre direction. Est-ce que c'est le hiatus, c'est à ce niveau-là? En fait, je délie le problème économique au problème politique. En fait, en 2011, on a... Et puis ça m'a dit, comme je veux dire, c'est que depuis 2014, pour ainsi dire, ce qui explique un peu finalement le blocage au niveau des réformes, c'est qu'on est quasiment en campagne électorale. Tout à fait. On est quasiment en campagne électorale. De manière assez précoce, législative, municipale, même 2014, on était dans l'après-Belgique, dès l'instant où Belgique a été élu, et depuis on est en campagne électorale, nous sommes aujourd'hui. Je crois qu'effectivement, lui, finalement, ce qui se dit se fait, la décision qui a été prise par le chef de l'État, me paraîtrait effectivement, c'est plutôt le candidat, Kais Saïd, que le président Kais Saïd. Justement, on est en quasi campagne, mais à la base, c'est la transition politique qui a été menée en 2011. Cette transition politique, pour accéder, soi-disant, à une start-up démocratique, a totalement occulté l'aspect économique. Et tout le monde s'attendait à ce qu'on va revoir la question, on va dire, éminemment, l'année prochaine. Et là, donc, on se trouve dans un problème structurel. Notamment, par exemple, l'annulation pure et dure du Conseil économique et social, qui était quand même
une instance qui arrive un peu à faire passer les messages de la société économique et sociale aux politiques. Bien sûr, ils étaient là pour évaluer la qualité des projets de loi et surtout, ils avaient la possibilité, moyennant les cercles de réflexion et des ateliers, tout ça, de proposer aussi. C'est le premier pas qui m'a alerté personnellement pour dire, alors là, on est en train d'anéantir les piliers, on va dire, de la législation économique et sociale. Deuxième point qui m'a alerté aussi, c'est de ne pas adopter un plafond pour l'endettement au niveau de la Constitution. On l'a demandé officiellement pour plafonner et donner des conditions pour éventuellement quelques exceptions pour dépasser un peu ce plafond-là. Et de là, ça commence le vrai problème. Mais non, il y avait des négociations, ils étaient contre. Donc, c'est un moment, un oubli, c'est pas un oubli. Parallèlement avec, on va dire, c'est pas de la nonchalance, mais au fil des années, on arrive à comprendre que c'était prémédité, carrément. Parce que on était en 2010 à 18 000 millions de dinars de budget. Si on arrive en 2 ans à 32 000, c'est que, en absence justement, je reviens à tout ce qui est création de richesse et croissance du PIB, c'est que on a favorisé l'expansionnisme, l'endettement et la pression fiscale. Tous les ingrédients pour saboter une économie d'ores et déjà qui vient de sortir de la crise de 2008. Et dans le temps, en 2008, moi-même, j'ai proposé, parce qu'on était un élève très sérieux, hein, on était à 3% de déficit budgétaire. Voilà. Donc, on a demandé à creuser le déficit d'un point pour acheter les donneurs d'ordre qui sont en difficulté, qui sont vendus à 1 euro symbolique, en Europe notamment. Ça a été réalisé via l'accord de la Banque centrale pour 2 entités, je crois, pour des filtres, tout ça. Ils ont racheté le donneur d'ordre. Pour dire quoi? Avec la fameuse stop and go, ou bien go and stop, parce que rien que le terme, c'est pas évident, parce que c'est quoi go and stop? C'est creuser le déficit pour avoir quelques investissements d'une envergure qui va ramener la richesse dans 2 ans. Et dans 2 ans, on revient à la charge pour augmenter ou bien la pression fiscale ou avoir les dividendes de ces investissements-là. Et là, on était surpris par la demande du gouvernement tunisien en 2013 pour un financement FMI. Et là, on a, comment dirais-je, on a désorienté les réflexions de toutes les coalitions existantes vers les finances publiques. Et on a carrément occulté le PIB. Maintenant, si on parle de réforme, généralement, on parle de masse salariale, pression fiscale, équité, endettement, tout ça, et on ne parle pas de la création de la richesse et du PIB. C'est le vrai problème. Si je parle de transition économique avant d'aller vers les finances publiques. Après tout, de toute façon, si on est engagé avec les FMI, il va édicter sa recette. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour le PIB? On n'a rien fait. On a encouragé carrément la paresse en termes de production. Le climat des affaires a été bafoué, donc les gens qui avant cherchaient à travailler dans le secteur privé se sont retournés au secteur public pour dire que c'est garanti. Donc, et à ce niveau-là, pour l'équation économique, pour la partie emploi, même
même si on avait la main, on sera désorienté par rapport aux objectifs. C'est-à-dire, si je prends le cas du ministère de formation, de l'emploi et de formation, les mécanismes ne correspondaient plus aux doléances des demandeurs d'emploi ou bien ceux qui cherchent un peu à changer et modifier leur statut et leur plan de carrière. Donc, on va dire pour finir ce passage, j'insiste sur le fait que la partie statistique n'a pas suivi. Et je donne l'exemple frappant. Parce que le modèle de calcul, aussi bien du PIB, du panier pour l'inflation et le pouvoir d'achat, et surtout, la non-intégration de tout ce qui est informel. On a demandé toujours, du moins, à avoir la formule réalisée par les Canadiens. Ils arrivent même à quantifier, par exemple, tout ce qui est commerce de drogue, tout ce qui est illicite, tout ça, c'est décanté. Nous avons tout un secteur parallèle. Ce n'est pas la notion d'informel, c'est-à-dire ils travaillent dans le noir. Non, on parle des activités qui ne sont pas déclarées. Et là... Qui représente quand même plus de 50% du PIB. Voilà. Est-ce qu'on est sûr de ce chiffre-là? Une fois, il y avait les agents de la Banque mondiale a avancé 52%, d'autres parlent de 40%, et d'autres vous disent, mais écoutez, c'est pas vrai, parce que le parallèle n'arrive pas à avoir le même niveau, ou bien la même importance, quand rien que les géants en termes de fiscalité, on va dire téléphonie, bancaire, pétrole. Il y a un non-sens. Vous voyez que déjà, on n'arrive pas à voir approximativement la taille de cette activité parallèle. Mais moi si je ramène le secteur informel dans le calcul du PIB, tous les indicateurs sont au vert. Si on parle de 50 milliards de dinars, ça fait une augmentation de 50%. Et donc là, tous les indicateurs seront au vert. Pire encore, on parlait de l'intégration de parallèle. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. C'est les quelques banques qui sont en parallèle maintenant. Toute l'activité est presque en informel. Nous sommes des commissaires aux comptes et on voit un peu. Pour tout ce qui est chiffre d'affaires en noir, pour tout ce qui est non déclaré, CNSS non déclaré, tout ça, on est dans l'informel. Et là, heureusement, et fort heureusement, c'est que, et notamment après le Covid, les fondamentaux économiques commencent à changer. Et notamment, j'insiste beaucoup sur la partie ressources humaines. Pourquoi? J'aimerais bien développer cette partie-là. Au fait, avec maintenant l'avènement du travail à distance, avec l'opportunité qui est, donc éviter, c'est-à-dire pour la balance énergétique, c'est en moins, pour le transport, pour tout ce qui est éducation, tout ça, éviter les ramassages, tout ça. Il y a tout un avantage qui est consacré à l'international, et surtout que pour toute augmentation salariale, et ça, moi je suis adepte de cette idée-là, c'est un peu prématuré, mais ça commence à se concrétiser à l'international. Au lieu d'augmenter le salaire, baisser le nombre de jours de travail. C'est très important parce que là, on pourrait donc répondre aux exigences concernant la masse salariale de la fonction publique par rapport au PIB, surtout si on arrive à avoir le... Je vais lui donner la possibilité de créer une entreprise, tout en étant un salarié. Quand je lui donne 3 jours de travail, il a 4 jours de la semaine pour faire ce qu'il veut. Y compris, je lui donne la possibilité de créer un projet. On n'a pas encore parlé numérisation, digitalisation. Là, métamorphose totale. On a repensé le rôle de l'État, mais vraiment. Maintenant, l'État, ça va être le régulateur. C'est l'État, même pour avoir un portefeuille de participation, j'en conviens. Mais pour la gestion, fait, c'est fini. Travailler à distance, avoir la possibilité pour flexible times, pour la possibilité d'entreprendre, tout ça, il faut le consacrer. Dans tout ça,
Notre législation du travail date de l'ère médicale. On n'a jamais travaillé dans le contrat de travail tunisien sur travailler plus, gagner plus. Aucune convention collective ou sectorielle ne consacre ça. Même les primes sont 20 sur 20 pour tout le monde. Il n'y a aucune possibilité d'avoir la possibilité d'heures supplémentaires, de primes de rendement. Par ça, c'est un tabou. On a cru que le Conseil national du dialogue social allait vers ça, mais ici, si on parle de négociation ou de dialogue, faut-il mettre la centrale syndicale devant ses responsabilités? Qu'est-ce que vous leur diriez? Parce que finalement, ils ont pensé comme cela. C'est mal. Tu vas interpeller leur intelligence, tu vas devoir tenir un discours frais, juste. Voilà, finalement, qu'est-ce que vous pouvez dire? Voilà, ça c'est une question très importante. Moi, s'il est dit, je vais vous annoncer la couleur dès le départ. Et je vais vous dire que je ne suis pas d'accord avec cette démarche de consensus entre le gouvernement et les partenaires sociaux ou bien donc la centrale patronale sur donc un plan de sauvetage et de relance à proposer au FMI et à porter ensemble. Pour moi, c'est utopique. On n'arrivera jamais à ce consensus parce que c'est un consensus qui va être contre nature par rapport aux particularités, aux spécificités, aux attentes et aux aspirations de chaque organisation. Moi, je suis pour un gouvernement fort, d'accord, qui va travailler sur un plan de transformation, de sauvetage en général, parce que nous sommes en situation, je dirais aujourd'hui, de crise profonde et nous avons besoin d'un sauvetage. Et il faut avoir le courage politique pour prononcer ce mot et engager donc le pays dans ce processus, d'accord. Et à partir de là, on parlera de la relance. Et donc moi, je suis pour un gouvernement qui va porter un plan. Ce plan peut être co-construit, c'est-à-dire je pourrais, dans le cadre de ce plan, écouter les différentes parties prenantes, d'accord. Mais le jour où je vais définir ce plan-là, et que je vais le proposer au FMI, c'est le gouvernement, c'est le pays, c'est l'État qui va le porter. Et je vais rentrer dans les détails pour qu'on soit plus précis. On va prendre les principales réformes ou transformations qu'il faut faire, donc la fonction publique, les entreprises publiques, la fiscalité et puis les caisses de compensation. D'accord, bien. Donc si on prend par exemple la fonction publique, aujourd'hui, il ne faut pas résumer ou réduire la problématique de la fonction publique à une question de salaire ou de sureffectif ou de rapport entre la masse salariale et le PIB. C'est plus profond que ça. Aujourd'hui, nous avons un problème au niveau de la gestion de ces ressources humaines, au niveau public. Aujourd'hui, nous avons des problèmes par rapport aux compétences qui ne viennent plus à la fonction publique. Nous avons aussi des problèmes par rapport à la démotivation du middle management de la fonction publique qui tient aujourd'hui la fonction publique. Aujourd'hui, nous avons des problèmes par rapport aux disparités entre donc, les postes, entre les grades et entre les salaires. Aujourd'hui, nous avons des problèmes par rapport à la répartition des effectifs. Nous sommes en sureffectif et en même temps, nous sommes en sous-effectif dans certaines administrations. Donc, il y a un problème assez, je dirais, profond dans la fonction publique qu'il faut savoir traiter en profondeur. Ce n'est pas une question de baisse de la masse salariale ou ce n'est pas une question de gel de la masse salariale ou ce n'est pas une question de licenciement, de plan social ou de baisse des effectifs. C'est plus profond que ça. Aujourd'hui, je vais commencer par des questions qui sont évidentes. Est-ce que j'ai besoin de 680 000 fonctionnaires dans la fonction publique? Est-ce que j'ai besoin si on prend le corps des douanes, 7 000 gardes de douane, Haras Diwali, c'est une armée mexicaine. Donc il y a 3 000 généraux dans les douanes. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de ce nombre? Si on voit donc les effectifs dans d'autres ministères ou dans d'autres départements où on trouve vraiment je dirais une armada de conseillers, de chargés de mission, une armada de directeurs généraux, une armada de hauts cadres qui n'ont pas véritablement de fonction, de tâches. On trouve des cafés qui sont pleins donc, aux alentours des ministères parce que les gens qui travaillent dans la fonction publique n'ont plus de bureau. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est vraiment assez voilà, ubuesque. Et donc je dois commencer par traiter la chose en profondeur, dire voilà de quoi j'ai besoin. Voilà aussi, je dois réformer donc la fonction publique de manière à attirer des compétences, de manière à pouvoir présenter des plans de gestion de carrière, de manière aussi à avoir des systèmes de passerelles
Pourquoi donc un fonctionnaire est appelé à passer toute sa vie dans la fonction publique? Pourquoi à un moment donné, il ne va pas passer au privé après, au secteur privé, après il reviendra au secteur public? Pourquoi le secteur privé ne peut pas alimenter aussi le secteur public? Pourquoi cette dichotomie entre la fonction publique et puis le secteur public et le secteur privé? Il faut des rapprochements, il faut des systèmes de passerelles et il peut y avoir des enrichissements mutuels. Est-ce que ça peut convenir aux syndicats? Est-ce que ça peut convenir au dogme des syndicats, à leur état d'esprit, à leurs approches, à leurs calculs, à leurs intérêts partisans? Ça, c'est des questions à poser, mais en même temps, je ne dois pas m'arrêter là. Je dois dépasser et prendre, je dirais, le lead et prendre son courage politique à deux mains et aller vers le FMI avec cette possibilité d'actionner ce plan, tout en disant que nous avons bien écouté les différentes parties prenantes, mais à un moment donné, nous devons décider pour l'intérêt du pays. Je viens au dossier qui est vraiment épineux et explosif pour moi, et je pèse mes mots, le dossier des entreprises publiques. Aujourd'hui, nous avons plus que 104 entreprises publiques donc à peu près. Et moi, je peux vous dire, j'ai travaillé beaucoup sur ce dossier, cela dit. Je travaille même avec la Banque mondiale sur une mission d'expertise sur la gouvernance des entreprises publiques. Je peux vous dire qu'il y a au moins une trentaine d'entreprises publiques. Dans ces entreprises publiques-là, si on applique un minimum de règles comptables et prudentielles, on peut les sortir carrément en faillite. Donc, comptablement et financièrement. C'est des entreprises qui tiennent grâce, donc, je dirais, à un sérum qui est, voilà, sous oxygène de la part de l'État. C'est l'argent du contribuable. Mais c'est des entreprises qui ne tiennent plus leurs équilibres financiers et qui sont dans des déficits qui sont vraiment à des niveaux records et puis qui n'ont plus assez de perspectives, même au niveau donc de leurs produits, de leur positionnement stratégique et par rapport à leur potentiel d'activité. Aujourd'hui, l'État est en train de perdre un argent fou à donc couvrir les déficits de ces entreprises publiques. Et en même temps, donc, vous avez un portefeuille de l'État de participation qu'on doit réviser, qu'on doit optimiser. Moi, je ne parlerai pas de privatisation ou je ne parlerai pas de tafuite, comme on dit, c'est-à-dire je vais me défaire de cession de mes participations, de mes entreprises publiques. Non, je parlerai d'optimisation du portefeuille de l'État. L'État a un portefeuille aujourd'hui, il faut l'optimiser. Transformation. Est-ce que j'ai besoin d'avoir 3 banques publiques? Est-ce que j'ai besoin d'avoir le monopole de la fabrication du tabac? Est-ce que j'ai besoin de la STAM? Est-ce que j'ai besoin d'être assureur? L'État, aujourd'hui, qui gère ou co-gère une compagnie d'assurance quand même. Donc c'est ubuesque donc, en 2022 d'avoir un État qui fait ou qui assure toutes ces tâches. Donc à partir de là, moi je vais essayer d'optimiser ce portefeuille. Et je vais dire à l'UGTT et aux syndicats qu'aujourd'hui, je n'ai plus les capacités, les moyens financiers de supporter ces déficits-là. Que moi, en tant que chef de gouvernement, par exemple, je suis responsable de l'argent du contribuable. Et je ne peux pas mettre cet argent donc, dans des déficits qui deviennent, je dirais, colossaux et qui deviennent récurrents. Et donc, sans plan de sauvetage, sans plan, je dirais, de relance, je ne peux pas continuer à jeter de l'argent par la fenêtre et puis, donc, de perdre cet argent-là. Et donc, à partir de là, je vais mettre les syndicats devant le fait accompli ou devant leur responsabilité, on va dire, pas de leur responsabilité avant le fait accompli, leur responsabilité et leur dire, voilà, moi, ce que je propose, par exemple, pour être dans le concret, je propose que l'État va redéfinir en quelque sorte son portefeuille de participation. On va rester dans des participations qui sont stratégiques, qui sont liées à la sécurité nationale, qui sont essentielles pour l'État et que l'État doit rester dans ces participations-là. Et pour le reste, je vais donc vendre ces participations. Il ne faut pas avoir des tabous ou bien des complexes par rapport à ça. Mais par contre, je peux vous impliquer en tant que syndicat dans ces opérations-là pour que ça soit des opérations transparentes. Et donc, à partir de là, aussi, c'est important, l'argent qui va provenir de ces opérations-là, je vais le constituer dans un fonds spécial qui, en partie, va financer la restructuration des entreprises qui restent. Et donc, moi, par exemple, vous prenez l'Asteg. L'Asteg, aujourd'hui, elle est en difficulté. C'est une entreprise qui a à peu près un encours de 13 milliards de dinars d'endettement. C'est de la folie. 567 millions de dinars de masse salariale. Donc, 14 000 personnes qui travaillent à l'Asteg aujourd'hui. Mais l'Asteg doit rester, pour le moment, du moins dans le giron de l'État. Comment sauver l'Asteg? Comment financer son plan de sauvetage? Eh bien,
en procédant à quelques ventes de participation, je pourrais trouver un peu d'argent pour financer ces opérations-là, pour que donc l'action publique soit plus optimisée et que les entreprises qui sont vitales pour l'économie nationale et qui doivent rester dans le giron public puissent continuer à survivre. Et ça, le syndicat ne peut pas le refuser, ou bien s'il le refuse, je note son refus et qu'il prenne leurs responsabilités. Alors, donc pour terminer, je suis tout à fait d'accord avec vous, pour terminer, donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est que le gouvernement doit porter le plan de transformation et doit en prendre la responsabilité de ce portefeuille, de ce plan. Il peut consulter, il peut prendre des avis, il peut écouter, d'accord, parce que c'est pas bien aussi de ne pas écouter, d'accord. Il peut faire des concessions sur des mesures ou sur des transformations qu'il compte entreprendre, mais c'est le gouvernement qui représente l'État tunisien qui doit porter ce plan au FMI. C'est utopique et c'est quasi impossible que ça peut être un plan porté par l'ensemble des parties prenantes, y compris les syndicats. Le FMI, pourquoi? Le FMI, pourquoi? Voilà. Et le FMI, pourquoi il a demandé ça? Pourquoi il a demandé ça? Parce que, donc, comme ça a été signalé par mon collègue Nabil tout à l'heure, aussi bien le plan de 2013 que le plan de 2016 ont échoué. D'accord? Et le plan de 2016, moi j'ai parlé avec Feu Slim Cheikh, donc il me disait que c'était le FMI qui leur a demandé donc au gouvernement de l'époque qu'est-ce qu'il pouvait faire et sur quoi il pouvait s'engager. Donc, ce n'était pas, je dirais, du parachutage ou des injonctions de la part du FMI. Et donc, c'était le gouvernement, c'était Siched El Ayari, Allah yarhamou Slim Cheikh, et puis le gouvernement Habib Essid qui sont engagés sur des réformes qui n'ont pas été réalisées. Et donc, le FMI, après le FMI, quand il est venu pour discuter de la non-réalisation de ces objectifs qui étaient tracés. Et le FMI a versé de l'argent, donc des tranches pour financer ce plan-là. Et c'était un plan porté par le gouvernement. Pourquoi il n'a pas été réalisé? Le gouvernement de l'époque a répondu que c'était l'UJTT qui nous a handicapés pour la réalisation de ce plan. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le FMI, d'une manière tout à fait, je dirais, directe et simple, donc ils sont venus dire au gouvernement, essayez de me présenter un plan auquel les différentes parties prenantes vont participer et en même temps vont être d'accord pour que moi je puisse avoir un minimum de garantie par rapport à la réalisation de ce plan. Mais moi je pense que ça ne peut pas se faire de cette manière-là et que ce gouvernement doit prendre ses responsabilités et d'où les retards d'ailleurs, d'où les retards parce que l'UJTT, donc il a une base, il a un discours, il a un positionnement, il ne peut pas cautionner même si en coulisses, moi je suis direct, je dis les choses comme elles sont, donc en coulisses, beaucoup de chefs syndicalistes sont, je dirais aujourd'hui, d'accord sur le fait qu'il faut revoir le portefeuille de participation de l'État et qu'ils avouent que des opérations de privatisation qui ont été faites avant ont réussi à sauver des entreprises, notamment des banques, des cimenteries et des entreprises qui les concernent. Voilà, donc ils l'avouent ça en coulisses, mais ils ne peuvent pas donc le dire ouvertement à leurs adhérents. Et donc d'où la nécessité pour le gouvernement de prendre les choses en main et de s'affirmer comme étant le porteur et comme étant le responsable de ce plan. Il va y avoir des contestations, c'est normal. Ça a été le cas en France, en Allemagne à l'époque de Gerhard Schröder, en Grande-Bretagne à l'époque de Thatcher, il y avait des grèves, il y avait des mouvements syndicaux, il y avait de la violence. Et c'est les gouvernements qui ont tenu bon. Macron, il a tenu bon, donc Schröder a tenu bon pour faire les réformes. Mario Draghi en Italie à un moment donné, pareil. Donc aujourd'hui, il y a un prix à payer. C'est d'affronter donc l'opinion publique, éventuellement une partie de l'opinion publique, d'affronter les syndicats, mais de pouvoir mener son plan. Moi, je vais essayer d'être clair et précis ici. Hedi, pourquoi ce gouvernement serait incapable de porter ce plan ou de mener ce plan et de prendre cette responsabilité? Pour trois raisons. D'abord, donc, la gouvernance du pays post-25 juillet fait en sorte que c'est le président de la République qui a tous les pouvoirs et que le gouvernement n'a pas assez de marge de manœuvre et on n'a pas entendu ni la chef du gouvernement, ni les ministres, ni les ministres économiques parler, s'exprimer et porter des projets de réforme ou bien donc même on ne les a pas écoutés dans des initiatives, dans des approches, dans des décisions qui sont claires. C'est le président
qui a le pouvoir, et le président parle peu de l'économie. Il parle de l'économie à sa manière, dans sa vision des choses, dans ses approches à lui, mais il ne parle pas des questions macroéconomiques. Il ne parle pas de l'endettement, il ne parle pas des relations internationales, il ne parle pas des problèmes structurels au niveau de l'économie nationale. Donc, moi, je ne pense pas que ce gouvernement a donc de la marge de manœuvre au niveau politique pour mener donc ce plan. Ça, premièrement. Deuxièmement, et c'est important aussi, je pense que ce gouvernement n'a pas une durée de vie assez claire, assez bien déterminée. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire des réformes aussi lourdes ou des transformations aussi lourdes, aussi déterminantes pour le pays, il faut au moins un horizon de 3-5 ans. Et donc ce gouvernement n'a pas cet horizon-là. Lui-même, il ne sait pas donc jusqu'à quelle échéance il pourrait rester. Et puis il y a les élections à la fin de l'année, donc la durée de vie n'est pas assez claire. Troisième raison, et je finis par ce point-là, ce gouvernement n'a pas un poids politique. Il n'est pas soutenu politiquement. Pour faire des réformes et pour les réussir, il faut aussi un appareil politique, il faut un parti politique, il faut des partis politiques qui travaillent sur le terrain, des partis politiques qui sont adossés à ce gouvernement ou au chef du gouvernement et permettre, je dirais, un climat propice avec des actions sur le terrain pédagogiques pour mobiliser les gens et pour permettre des conditions de réussite à ce plan de transformation. Aujourd'hui, ce consensus ou ce support politique n'existe pas. Aujourd'hui, nous avons une opposition qui s'est effritée en quelque sorte après le 25 juillet. Nous avons quelques partis qui restent donc, je dirais, présents et qui sont en train de s'opposer clairement au président de la République. Ces partis-là ne vont pas soutenir tout ce qui va être fait en matière de transformation parce qu'ils jugent que tout ce qui est en train de se passer n'est pas légitime ou n'est pas dans la légalité totale. Tout à fait d'accord, il n'est pas dans cette logique. Moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, le président de la République va pouvoir avoir la même adhésion et le même engouement populaire qu'il a eu en 2019, parce que jusqu'à maintenant, la politique, c'est les résultats. Les résultats ne sont pas bons. Aujourd'hui, le Tunisien est touché dans son quotidien, dans sa vie, dans sa qualité de vie, dans son pouvoir d'achat, dans son couffin. La situation est en train d'empirer au niveau des approvisionnements, au niveau de la disponibilité des produits, des denrées alimentaires les plus essentielles. Et puis, pour l'opérateur économique, aujourd'hui, il n'a plus de visibilité. Aujourd'hui, moi, je suis dans des conseils d'administration d'entreprises où il n'y a plus de plan de développement, il n'y a plus de plan d'investissement. On pense comment se délocaliser, comment aller ailleurs, comment aller à Abidjan, à Casa, comment lancer son usine ou son plan de développement ailleurs qu'en Tunisie. Et ça, c'est dramatique, c'est malheureux, parce que donc on va perdre tout ce potentiel de développement et on va donc perdurer dans ce cercle vicieux qui nous mène vers l'abîme. Parce que pour moi, le problème est d'essence politique. Il y a crise que parce qu'effectivement, il y a crise politique. Et je dirais même, il y a crise politique parce qu'il y a crise de leadership. Tout à fait, tout à fait. Manifestement, le chef de l'État, c'est pas pour me jeter la pierre, mais quand finalement, nous montre signé avec votre finance, il s'insurge un peu, histoire de dire que je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je suis obligé de le faire. Comment veux-tu finalement que le Tunisien moyen y adhère? Quand le président lui-même veut que je torpiller un peu ce projet, quand finalement il traite avec une désinvolture, un désintérêt, il prête une tourne en dérision, les agences de notation, le Fonds monétaire international qui m'inquiète. Je pense qu'effectivement, une attitude, c'est comme des signaux qui sont pas de moi que l'on puisse dire. Tout à fait. Tout à fait. Donc je vais commencer par on va dire les réformes, ou on va dire la recette pour la partie finances publiques, et je reviens toujours à la création de la richesse en deuxième partie. Pour la première partie, qu'on soit clair, de toute façon, les pôles sont là, donc tout ce qui est inefficience de la fonction publique, et débordement par rapport aux normes plus ou moins usuelles, il y a des solutions à faire. J'ai parlé un peu de revoir le timing, la motivation, la productivité et le salaire qui s'ensuit selon le rendement. Aussi, il y a une mobilisation sectorielle et régionale à faire. Et aussi, il y a des centres de profit à créer dans les prestations administratives. Il y a pas mal de prestations administratives qui valent carrément une bonne rémunération. Et dans cet esprit-là, on peut assainir un peu la situation actuelle et surtout
avec la possibilité de travail à distance, j'insiste là-dessus, et avant tout, et pour être crédible aussi bien avec les opérateurs locaux qu'avec les bailleurs de fonds, l'obligation immédiate de mettre en place le système, pour moi, je choisis le système coréen pour la gestion des identifiants uniques, les prestations, les recoupements, tout ça, il faut l'instaurer aujourd'hui. C'est-à-dire? C'est un système qui gère toutes les prestations administratives, qui gère l'interaction entre l'individu, le citoyen, avec, on va dire, c'est-à-dire la santé, sa carrière, tout ça. Donc il y a tout un système qui assure, on va dire, au moins éradiquer la petite corruption. La petite corruption. Donc à ce niveau-là, mettre en place ce système-là, ça va nous donner la possibilité d'éviter l'austérité pour aller vers la rationalisation. Parce que nous avons évité de l'austérité que je déconseille, hein, moyennant une rationalisation des dépenses, moyennant ce système-là. Parce que nous avons beaucoup de fuites. Si on arrive à maîtriser ça, il y aura des gains, c'est certain, mais surtout, ça va être très crédible vis-à-vis des payeurs de fonds. Deuxième point, donc j'ai parlé un peu de la gestion publique, on va dire sommairement. Pour la partie participation, entreprise publique, tout ça, de toute façon, on décompte plus que 100 entreprises, mais réellement, il n'y a même pas 6 ou 7 entreprises publiques. Il faut ajouter les offices, ça bouffe beaucoup d'argent. Donc, ce chantier doit être résolu le plus tôt possible. Et à ce niveau-là, là où je ne suis pas vraiment très d'accord avec toi, cher Moaz, voilà, c'est que, par exemple, la centrale syndicale a proposé pas mal de plans de redressement qui sont dans un très bon centre d'études, tout ça, qui sont plausibles et réalisables. Bien sûr, il y aura certainement une négociation, tout ça, pour peaufiner le produit, alors que c'est l'État qui était défaillant. Même à l'étranger, les syndicats sont concernés par les plans de redressement et de... Concernés, mais c'est pas à eux d'élaborer ces plans ou bien de les conduire. Ils ont donné des propositions, non. Nabil, là-dessus, moi, j'ai pas dit ça. Juste un point, juste pour pouvoir échanger. Ils n'ont pas édicté. La preuve en est, rien n'a été fait. Donc, c'est normal. Moi, j'ai ma proposition et l'État, c'est black, c'est la faiblesse de l'État. Moi, Nabil, je pense que le syndicat fait partie du problème et donc ne peut pas faire partie entièrement de la solution. Les sureffectifs, donc les politiques qui ont été menées, destructrices, qui ont été menées dans les entreprises publiques. À un moment donné, c'était les syndicats qui nommaient les PDG des entreprises publiques. L'homme à l'État ou à le syndicat? C'est la faiblesse de l'État. C'est la faiblesse de l'État. Voilà, donc, qu'on se le dise. Mais les syndicats assument une grande partie. C'est normal, face à l'absence de l'État. C'est l'hégémonie. Quand tu prends une entreprise comme la STEC, on était à 5 000 ou 6 000, donc, je dirais, salariés. Aujourd'hui, nous sommes à 14 000. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est la faute à qui? Moi, j'ai des PDG, des témoignages des PDG de la STEG à qui on a imposé des recrutements de force et qui ont démissionné après. Mais qui a imposé? Oui, c'est les syndicats. Oui, non, l'État. L'État. Donc, défaillance, j'ai maintenant. Bien sûr. L'État s'est affaibli. Ça c'est sûr, mais les syndicats ont profité, parce que les syndicats, quand on les entend aujourd'hui, on entend le discours de l'UGTT, nous sommes des patriotes, nous préservons l'intérêt de l'État avant tout, nous avons un rôle historique et nous avons un rôle politique dans ce pays. Quand tu prétends avoir un rôle politique, quand tu prétends défendre l'intérêt de l'État, à un moment donné, il y a des décisions que tu ne vas pas cautionner, que tu ne vas pas encourager. Quand tu prends et participe, qu'il faut assumer, donc des risques pareils à des entreprises publiques et que tu participes
je dirais, à tuer les modèles économiques, les business models de ces entreprises, tu assumes la responsabilité. Bon, après, est-ce qu'aujourd'hui, je termine sur ce point, et je m'excuse de t'avoir coupé, parce que c'est important d'échanger là-dessus. Après, est-ce que le syndicat, le principal syndicat, doit être, je dirais, une partie prenante dans ces projets de réforme pour l'écouter, pour avoir un peu ses propositions? Je suis tout à fait d'accord, mais que le syndicat lui-même donc propose la réforme à faire, moi je suis entièrement en désaccord. Donc, que le syndicat propose son plan de réforme, c'est essentiel, mais ce n'est pas au syndicat ni de décider ni d'appliquer. Donc, mais nous, l'État n'est pas là, qu'on soit clair. Donc, c'est à l'État de justement mener cette dichotomie, antagonisme d'intérêts, parce qu'il y a aussi une petite absence aussi de la centrale patronale. Donc, à ce niveau, d'ailleurs, je pose la question, moi, est-ce que l'employé tunisien est bien rémunéré? Est-ce que les conditions de travail sont bien? Ça dépend. Donc, les salaires de l'entreprise publique ont gonflé. Se contredit. De toute façon, la solution ne mérite la privatisation. Il se contredit. Le sujet, d'ailleurs, le sujet est très mal posé. Moi, je pense que le sujet est très mal posé. Personne dans ce pays, même les experts les plus libéraux, on n'a jamais proposé, moi je ne me considère pas comme, je dirais, hyper libéral, je considère comme social-libéral, mais jamais ça n'a été proposé la question de privatiser tous les entreprises publiques. Jamais. On a dit qu'aujourd'hui, il faut revoir le portefeuille de l'État. Il y a des entreprises qui doivent rester publiques et il y a d'autres entreprises qui doivent être privatisées et il ne faut pas que ça soit un tabou. Donc ça a été fait avant. On a privatisé et ça s'est bien passé. En France, les plus grandes opérations de privatisation se sont passées donc, à l'époque de Michel Rocard, qui est donc un Premier ministre socialiste, avec un président socialiste qui était François Mitterrand. Et donc, ce n'est pas une question idéologique de privatiser ou de ne pas privatiser. Mais à un moment donné, l'État, s'il n'a plus rien à faire dans un secteur précis, il doit se sortir de ce secteur. Ou bien si l'État se met à se concurrencer entre ses propres, je dirais, entreprises, comme c'est le cas pour le secteur bancaire, je dirais que c'est du non-sens. Donc c'est ça l'idée. Est-ce que le GTT va accepter ça pour l'intérêt national? Moi, je ne le pense pas. Est-ce qu'elle va continuer à tergiverser pour imposer, je dirais, ses intérêts partisans? C'est ce qui est en train de se passer. Et là où je suis d'accord avec toi, Nabil, c'est que c'est aussi la responsabilité de l'État de pouvoir s'imposer. C'est avant tout la responsabilité. Et de prendre la responsabilité. C'est avant tout. Voilà. Il ne faut pas croire que les syndicats sont pour le sauvetage des entreprises publiques ou sont pour des objectifs d'intérêt national. Après, d'ailleurs, après le Covid, il y a un regain d'intérêt pour tout ce qui est intervention de l'État dans, je dirais, les services vitaux. Et maintenant, on revient au CHU, tout ça. Et réellement, même en Tunisie, les hôpitaux avant tout, et pas l'Institut Pasteur et j'en passe. Donc, il y a un regain pour revoir un peu là où l'État va intervenir. Et à ce niveau-là, il faut revoir les priorités. Pourquoi ? Je vais prendre la question à l'envers. La décision d'avoir des entités publiques, ça a été presque, on va dire, de la période 56 jusqu'à 70, je crois. Hein. Après, il n'y avait pas de nouvelles entités publiques. Ma question, pourquoi? Il y a des secteurs là où on doit avoir une intervention de l'État, et là, on ne le fait pas. Exemple. Par exemple, pour le cas de l'étape, c'est 51% pour tout ce qui est prospection, tout ça. Et pour l'énergie renouvelable, pourquoi ne pas avoir 51% pour l'État tunisien? Vous voyez, l'équivalent à l'État pour l'énergie solaire. Sachant que le mec qui vient, il ne va pas dépenser 80 millions de dinars pour trouver le rayon solaire. Sachant qu'en Tunisie, nous avons le silice, la matière première pour les cellules photovoltaïques, pour les écrans, tout ça. Nous avons le rayon solaire et nous avons pas mal d'ingénieurs, tout ça, qui sont très bien placés dans ce secteur. Donc à ce niveau-là, repenser le portefeuille de participation de l'État, il faut le faire. Pour les entités qui boitent maintenant, là, il faut aller vers un traitement de choc, on va dire. Mais pour moi, ça passe essentiellement par des partenariats
d'ordre stratégique. Ce n'est pas le problème financier, c'est pas renflouer les caisses, ça c'est une conséquence. Mais avoir des partenaires stratégiques, oui, ça c'est très intéressant, notamment pour tout ce qui est transport, tout ça. Il faut revoir tout ça. D'ailleurs, il y aura, moyennant un bon négociateur, moyennant la présence de l'État, il y aura la possibilité de revoir un peu, même le FMI, avec des plans bien établis, avec le consensus qu'il faut, normalement, devrait approuver cette opération. Donc là, ça c'est un peu pour la partie entreprise publique. Pour la partie fiscalité, recettes de l'État, tout ça, il faut aller vers la réforme qui est presque prête. Donc en 2012-2013, la facilitation, essayer d'aller vers tout ce qui est électronique, traçabilité, tout ça. Il faut le revoir. De toute façon, il y a tout un projet à mettre à jour et à appliquer. Il y a pas mal de, comment dirais-je, de matériel, matos, pour cerner une bonne partie de l'informel. Tout à l'heure, vous parlez d'économie parallèle, mais là aussi souterraine que cela. Elle n'est pas informelle, elle existe, elle est parallèle. Elle existe, mais pour les transactions, elle est un peu. Pour les transactions, c'est pas évident. Pignon sur rue, sauf qu'effectivement. Oui, mais pour les transactions, on n'est pas. On chiffre cela, 50% du PIB, si moi, ça fait quand même. Bon, quand même, 50 presque. 50 milliards de dinars, attache le prélèvement obligatoire de 35%, d'accord. Donc ça, concernant. Donc... Le prélèvement obligatoire de 35%. L'impôt, le CNSS. Il y a un record aujourd'hui. 35% de 50, ça fait quand même beaucoup, j'ai 15 milliards. 15 milliards, c'est à peu près le déficit de budget de n'est-ce pas? Voilà. D'ailleurs, je reviens au GTT. Comme le gouvernement, le GTT m'a empêché de faire les réformes, c'était quoi la réplique usuelle de l'UGTT face à cette doléance? C'est pour dire, commencez par intégrer le parallèle et récolter les recettes fiscales, et bien parler avec moi productivité, tout ça. Donc, et se jeter mutuellement. Hein. Mais est-ce que l'UGTT n'a pas intérêt à inclure, à intégrer le secteur? Parce que pour elle, effectivement, cela représente une réserve financière assez importante. Comme c'est l'UGTT qui va pratiquement dans le secteur informel pour dire, bon, pratiquement là, il va falloir prendre votre secteur maintenant, parce que c'est des adhérents potentiels, tout à fait. Et de prendre part, l'UGTT ne devrait prendre part dans ce phénomène d'inclusion, d'intégration, secteur informel. Voilà. Donc, cerise sur le gâteau, donc normalement, elle va pousser avec le gouvernement pour avoir d'autres adhérents. Mais maintenant, si je passe à l'endettement, les 5 piliers, l'endettement bidou de l'État, bien sûr, et des dépendances, hein, que ce soit office ou l'entreprise publique, ou la garantie d'État pour pas mal d'opérations, à ce niveau-là, c'est clair. Le passage CAS-FMI est inévitable. Donc, on doit continuer. Maintenant, y a-t-il d'autres alternatives? Oui. Pour moi, rien que ramener les argentiers tunisiens à l'étranger, les grandes places financières, et laisser à eux la possibilité de nous donner les pistes pour faire une surenchère quelque part sur la reprise de la dette tunisienne, tout ça. C'est jouable. تعيط لهم الكل قول لهم هاو الدين نتاعنا هاو الشونسي نتاعو مورو شوفوا لنا حل شكون مساعدين يشريوه باش يجيبوا لك برشا عباد وليوا اللي تسالونا توا يعمل هكا قلت عاش كيفاش عاد فشخان انا نكمل معاك ونشوفوا شنو تحب عليه الدات نتاعنا تضحك معناها تشرى في عجاج لا نحكي نحب لا نحكي على شنو ولا غيره زيد انكور نجموا نمشيو في ليلون ناسيونال ونعملوا une forme de participation. C'est l'effort pour éteindre le DTV. C'est possible de le faire. Et surtout pour les personnes morales. خليه مواطن صحيح ما عادش فيه. Les personnes morales كانت تمشي في contribution نقولها moyennant نعطي des avantages. C'est possible. Dédié pour le paiement. احنا باش نعملوا باش نربطها بالغشاش. انا كي نقول له مثلا تزيد 10% اكسبور العام الجاي منها طون راهي ماشي لونديتمون وراهو مثلا عندك اكزونوراسيون تاع شنو ولا ولا تولي في اي بي بالنسبه للبورد ولا غيره فما 20,000 حاجه بالنسبه للونتربرونور يقول لك نمشي فيها الحكايه هذه. ديما نرجع معك سامحني
dans l'état des choses, quand il voit que le port de l'Inde, est-ce possible? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu sais que la chose, on parle effectivement d'endettement, de tal et tant. Mais quand finalement je m'entends dire que l'UM a à peu près 350 millions d'euros de Sulistani qui manquent, c'est plus d'1 milliard de dinars. هذاك خونا راه في التصليح نتاع لي زونتربريز بوبليك ولا ديبوندونس. Tout à fait d'accord. ما حكينا عليه في كما قلت ما حكينا عليه في الجست. La rationalisation, l'optimisation, mais il y a des monopoles qui doivent sauter, il n'y a pas de souci. فاصون حكينا عليهم بالنسبه للجيستيون هذيك جلوبال ادمنستراتيف حكينا عليهم اذا كان يساجي دونتربريز بوبليك ولا دوتر ديبوندونس اون دير اوفيس ولا غيره البرادس فا با فير ليكسيبسيون هو بيدو باش يتنظم ويتعمل. خرج اليوم اخبار في السيد فينالمون اللي كانوا الشنوا فون ديفوار انفستيغ 7 مليار دو دولار ولا دورو في الجزائر فينالمون في سيرة بسرعة كيما هكا sur un truc تاع الترانسفورماسيون تاع الفوسفات. علاش انا حكيت على السيغونشير؟ اليوم parle effectivement déficit de la balance de paiement par colonne تاع الحاج كيما هكا. On était à 3% تقريبا en 2010, on est pratiquement اليوم 10% ولا 11% كيما هكا 7% تلقاهم في الانرجي وفي الفوسفات. المشكل اليوم اسكو il convient pas, c'est ça la question que je me dis. ناخذ كام تاع فوسفات مثلا. سي ليجيتيم. كام تاع فوسفات؟ شو هو حل الفوسفات حسب لك؟ قلت هو اللي بكري حتى اليوم فينالمون انا فيها ان افاق لوابل. سوفون effectivement سي الشين معناتها كي ا فولوار معناتها emprunter à droite et à gauche comme كيما قال فابل لا فونتين travaille le fond. Oui, mais justement la décision économique اليوم لازم ترجع لي زوبيراتور ايكونوميك. حبيت نقبلها تو نرجع على الحكايه دي نقبلها quand je parle de حكايه participation l'élan pour contribuer كما dans le temps جابوا الذهب نتاعهم c'est un peu ça. Donc les entreprises يعني يكون عندهم statut particulier avec des avantages particuliers إذا كان il va contribuer c'est possible avec l'effet تاع النومبر كل واحد تقديره قدره donc c'est possible de donner on va dire l'exemple يقابلها مع الافور هذا يقابلها من الشيره الاخرى يلزمنا زوز حوايج الحاجه الاولى الدينار لازم يعاود يطلع ça va être bénéfique pour tout le monde et on peut le faire. والحاجه الثالثه باش نعالجوا لونديتمون ما نزيدوش دوتر ان انديتمون جديد اوبليغاتوارمون من توا لازمنا نمشيو تريبل بي او تي بيلد اوبريتنج ترانسفير يلزم وقت نحل الباب مش لشناو برك خاطر شناو جاو مستعدين يعملوا في الجزائر كل شيء وين بروبليم بور لي شينوا يقول لك انا ما عادش دخلني في لي زابيل دوفر ندخل ويطيحوني فرنسيس والمان وطاليان من غير ما تكسر راسك تحب ديريكتومون نتعامل معاك مرحبا انا كي نحل الشانتي كل بور تريبل بي عندنا دي بوسيبيليتي انورم مش خاطر بوليتيكمون ولا اشقاء وبخاطر نو تو الموند مرحبا واذا كان نحب جو سواني ان بو ميساج مي ريلاسيون هيستوريك تو سا خويا هاو جاتني الاوفر هذا علي توا مي اليوم مش معقول ما نعملش انا لا كونكورونس ميم سي وي سون با فاشي خاطر في الاخر كي نحل برشا شوانت جوغي لا بوسيبيليتي شنو ولا غيره يدخل في الموضوع هذا دونك اليوم انسى لونديتمون الكذبه الكبيره نتاع هذاك العنوان 2 نتاع الانفستيسمون اون تيرم دو بون كوموند شفت كي تحط لي 4000 و 5000 مليون دينار في الاستثمار العمومي الماكينه تخرج بون كوموند في العام 1.8 مليار ماكسيموم وفي سبتمبر يخلطوا لك اكتوبر نوفمبر دونك يا اما نرجعوا للحجم العادي خاطر علاش انا غونفلي سا خاطر بارمي لي كونستين نتاع الفامي يقول لك كليما ديزافير داخل بعضه يلزم المستثمر العمومي يهبط هبط ما عندوش رواري باش يفوت 1.8 مليار بون كوموند صاحبي بسيط عمل لاني فور نتفكر العام الاول لم جماعه طيارات بتي جروب باش خرجوا الحاجات تشوف فيهم توا خرجوهم بون كوموند تاعهم مارس افريل باش نجم يعدي لا لوا 2080 باهي هذا بالنسبه لل تريبل بي ايميدياتمون لازم يبدا ودايوغ حاجه باهيه مثلا في الواد فينونس هذايا اون بريفو ان فون باش السيلول نتاع التريبل بي تلقى باش تعمل لي زيتود خاطر اللي باش يجي يعمل تريبل بي هو محضر اموره يعرف الدوله
ما تعرفش اسكو السوم هذاك صحيح لا بعد 20 سنه 15 غيره يافي ميم با دي فون بور باش يحضروا هما لا كونتر بروبوزيسيون ولا العكس الكونترا بيدو. وهذايا صار دونك لازمنا تريبل بي نمشيو التريبل بي بلوتو نمشيو فيه. كم هذوما الكل صار وانه هوني مازلنا في السفير نتاع تريتمون كل ماتاج نتاع الفينانس بوبليك. تو اللي حاجتي به هنا هو البي بي كيفاش ترجع العباد تخدم لا برودكتيفيتي ويرجع الامل الايكونومي في موا ريفي دونك اليوم باش يرجع امل عندك انا عندي بلان بالعربي تو كنت تحبوا نقولكم اول حاجه ساعه الانهانسينغ نتاع الهيومن ريسورسز. اليوم لا تقول لي انا نقعد باهي يجي وزير جديد تقول لي اليوم باش تعمل اصلاح التعليم مش صحيح انساه هذا. تعمل كو دبلوماسيون عندك 100 جامعه في العالم تفضل تعمل معاه كو دبلوماسيون يعمل هو شو اسمه لي زيكيب نتاعو دو فاسون سي سكي سباس في لونسينيمون بريفي يا خويا اعملوا في العمومي. هاكا انا التوانسه بلاش لي افريكان باش يجيوك يتجاراو والبريفي باش يقعد ديما انت خلطت البوبليك النيفو هذا هو باش يهرب بك في حاجات اخرى. اليوم عندنا ريسيكلاج كامل باش يصير للناس اللي انقطعت على التعليم والناس اللي يقولوا عندهم ماستر هو ريالمون نيفو حد الباك. دونك وقت تبدا انت كو دبلومي نعطيك حاجه توسي ما خمم في الحرقه ولا كي تعمل له انت ماستر كو دبلومي معناها كارت ديتيديون نتاعو في تونس وفي الفاك هذيك ما باش يعمل ستاج من بعد ويمشي كذا هو يمشي كان ناوي يحرق على الاقل ما تعديش في البحر يقعد غادي وبعد يرجع ولا يعرس ولا يعجبهم طياره يقعد كل شيء. اليوم اللي صاير اللي مشاو فولونتيرمون خاطرهم لي بريون تاعنا خويا الاخرين نرجعوهم بريون ونخلطوهم في هذايا. عندنا نعطيك اكزومبل حابين نخدموا عليهم يلا غالب علاش قلت لك غايب. لوروب طالبه 800,000 كونتابل 800,000 حابين نعمل بروجرام على الاقل نخرجوا شي 8,000 ما عطاوناش حتى لي مويان باش نجموا نفورميو العباد ويكونوا سيبليو ويمشيو يخدموا. دونك اليوم اون بو با دير انه ما نجموش نعملوا الانهانسينغ تاع الهيومن ريسورس يلزموا يصير. هذاك انا شي يرتاحني نشوف قداش من بطال وقداش من ترانسفير سوسيال اون دير يرجع لك مون تي ار او وشوف لي ريكورد قاعدين يصيروا كل عام مع جماعه البرا. فما دوتر ميزور كبار على الاخر مي فما في لورجونس لا فامي اي لونتربريز تونيزيان سونت ولا ات سورونديتي الشركات والعائلات التونسيه وعندنا قانون لي فامي سورونديتي عندنا قانون قديم من 2006 ولا حاجه كيما هكا. وبالنسبه للشركات عملنا تجربه في 2018 وقت عملنا لما كان البرنامج تاع ستركتوراسيون ولا بالقانون في القانون مانيش مكتوب سي ان اس اس يلزمها تجدول على 5 سنين البنوك على 5 سنين ليزينغ على 5 سنين لسه كامله. وقتها في الاكاديمي بارلمونتير جي بروبوزي سا مشاو معايا قال لك 400 مليار وفي الاخر حتى كان 100 بكم منعت 50 60 شركه. هذا لازم يتعمل ايميدياتمون في عود باش نمشي واحد هو يفركس في خدمه نحب نرجع انتربرونور اللي هو معناها كونتر ناتور اللي هو كلال عصا وفم وكل شيء ننقذه ونقربهم لبعضهم. دونك هذا بروجرام يرجع ثقه ايميدياتمون يحسوها المواطنين. العائله التونسيه اللي كان ما تعملهاش توا الريشلونمون راهو باش يكونوا واضحين. هو معاش شهريه ما ينجمش يخلط عليها لانه سبقها ديون هكا ولا و ميم طون المصروف باش يخلط خدمه ويرجع قد شهريه. دونك اسو نيفو لا يلزم تعمل ريشلونمون قداش تلقى فويه عنده بين ستاك وكراوات وشنو مسافر في 7 8 10 ملايين يا خويا على 5 سنين 60 دينار. ولاش الشيخ فرحان يجيك يخدم ولا يجيك ويعمل برودكسيون حاجتك بها ويقول هاي الدوله عملت لي حاجه. وفي كل الحالات كما تعملش هكاك ماهوش يخلص ويمشي لك الباراليل ويمشي للنطره ويمشي تحب انت. دونك اليوم ما فو با سوالي لا فاس يلزم ان بروغرام دو ريشلونمون تاع لي ديت بيان سور افيك ميدياسيون معناها ماشي هكاك مسايب. Non, je ne crois pas que c'est possible à court moyen terme. Parce que donc au niveau du gouvernement aujourd'hui, je ne vois pas une détermination, je ne vois pas une vision, je ne vois pas une feuille de route, je ne vois pas une chef de gouvernement et puis des ministres qui sont en train de porter jour et nuit
un plan de sauvetage et de relance, et je ne vois pas d'autre côté aussi un engagement clair ou je dirais une confiance ou bien je dirais une adhésion du FMI par rapport à un éventuel plan de sauvetage et de relance de la Tunisie. Je crois que le problème est purement politique. Le président de la République lui-même, je ne le vois pas dans son discours, lui-même, je ne vois pas son côté ouverture par rapport aux instances internationales. Nous l'avons vu lors de sa rencontre avec Seyfried Belhaj, vice-président de la Banque mondiale, il était encore sur des questions qui sont anecdotiques, qui sont des questions contre-productives, notamment donc la corruption, les vols de prêts, donc un monsieur qui a détourné 500 millions de dollars de prêts accordés à la Tunisie dans son compte. Ça, c'est un discours qui ne va pas dans l'intérêt de la Tunisie. Et à partir du moment où vous avez des instances internationales qui entendent ce genre de discours de la part du premier responsable du pays, donc ces instances internationales ne vont pas continuer à faire confiance donc à ce régime, à ce pays, et ils ne vont pas adhérer dans un nouveau plan. Et moi, même si le FMI éventuellement serait amené à continuer à donner des financements à la Tunisie, ça sera des financements sporadiques, ça sera des tranches, ça sera juste des montants qui vont pouvoir permettre donc, au gouvernement de payer donc, des dépenses assez urgentes ou de rendre donc, ou de rembourser des dettes qui tombent à échéance, sachant qu'aujourd'hui, une banque d'affaires comme la Morgan Stanley, qui est une référence au niveau international, a émis des doutes par rapport à la capacité de la Tunisie à honorer ses dettes d'ici la fin de l'année. Morgan Stanley ou JP Morgan ou Merrill Lynch ou bien donc, Lazard ou Rothschild, ce n'est pas des banques qui parlent pour ne rien dire. Si cette banque a fait cette alerte, c'est par rapport à des faits, par rapport à des choses concrètes. Donc aujourd'hui, nous sommes devant cette situation et nous sommes devant vraiment, je dirais, une phase assez cruciale du présent et de l'avenir du pays. Parce que, et je termine sur ce point, parce que la relation avec le FMI est historique. Aujourd'hui, quand on parle avec des ex-hauts responsables comme Sirchid Sfar, donc aussi Tawfiq Bakar ou Mohamed Ghanouchi, qui ont négocié à l'époque avec le FMI, ils disent que donc il y a un art de la négociation, il y a un savoir-faire dans la négociation. Il faut avoir, je dirais, de la patience. Il faut avoir du savoir-faire par rapport donc aux questions macroéconomiques, par rapport aussi à une vision qui devait être tracée dès le départ par rapport à ces négociations avec le FMI. Il faut savoir mener ces négociations. Il faut aussi savoir imposer ses points de vue. À un moment donné, il ne faut pas tout accepter du FMI, parce que nous avons accepté des choses. Par exemple, la dévaluation du dinar, ça a été une catastrophe pour la Tunisie, pour la balance commerciale de la Tunisie, alors que la proposition a été faite pour rééquilibrer, soi-disant, la balance commerciale. Mais ce n'était pas ça la solution. Donc, si vous avez des gouvernements faibles, parce que là, ce que je ressens, moi, c'est que ce gouvernement, il est devant une obligation de signer avec le FMI. Et je le vois en train de solliciter le FMI dans un seul sens, c'est-à-dire que ce gouvernement n'est pas en train de mener une vision, un plan et qu'il va défendre ce plan, et qu'il y a des choses qu'il va accepter du FMI et d'autres choses qu'il va refuser. Et donc, partant de là, même s'il va y avoir une signature, un accord, je ne crois pas que cet accord sera salvateur pour la Tunisie. Je crois que le chemin est encore lent pour parler vraiment de sauvetage et de relance de l'économie nationale. Pour moi, bon, pour l'FMI, nous avons un droit, pour le droit de tirage spéciaux, de 1,45. Ça donne au plus de 2 milliards de dollars. D'accord. D'ailleurs, je conseille, l'info qui négocie au nom de l'État, de ne pas aller vers l'exceptional framework, de demander 4 milliards. Ça va être pire que la manège 2013-2016. تمشي كان في 2 مليار. خاطر حتى الأربعة ما يزيوش مشكلتك. امشي في 2 ما تدخليش خاطر في الأخرى سي يولي عندك ريزيدون وتولي توت لي معناها كل شيء يتعدى على الفامي. لا أكثر كاريمون سي tutelle à la limite فيها ما ميز على الديسيزيون ou l'information privilégiée me dit mon message, il ne faut pas aller sur 4 milliards, il ne faut pas aller sur l'exceptional framework. راهو les exigences نتاعو خلينا على البروتكتورات. باهي يا خويا شد روحك بالزوز 1.45 تحت لها.
من بعد يتحل خاطر هي الريتنج عندها هي معناها الاخرين الكل معناها البيرد والجماعه الكل يجيوني دونك نمشيو في الحكايه هذه وطبعا اللي كان عنده وعود كذا نمشيو في الموضوع هذا دونك لافامي سي بوسيبل مي ا كونديسيون وهي كونديسيون هذه تصلح لافامي وتصلح زاده نحبوا نخلقوا ان كور كي ديفون ليكونومي الكور هذا ماهوش لوتيكا ولا جي تي تي فقط يستحيل هاو نشوفوا شو يقعد مع لوتيكا ولا جي تي تي نعم انا اتحاد مهن حره سيدي وين فلاحين وين السيكتور فينانسي ايش عندك فيه لا بي بي عندك فيه الافتزاع وعندك السيكاريز زاد عندهم جمعيه ولا ام اف بالنسبه للميكرو فينانس ماشي الاخرى عندك الديفونس دو كونسوماتور لازم يكون موجود فاصون وحاجه اخرى باغ نرجع للجي تي تي وبيان سور كونيكت البلوراليتي لازم تكون موجوده وعندي كان نرجع للجي تي تي ولوتيكا يجيب لي شامبر نتاعو معنا باغ سيكتور يتموا هذم يتفاهموا مش تفهمي صح الدوله بيدها تولي تبع باش نعملوه هذا يلزم يتعمل سميه هذاك نتاع الاجيال السابقه الحقائد مودراسيون سميه كونساي ايكونوميك اي سوسيال نون افوي نوت روندون سميه تحب انت سي لا بلاتفورم يقعدوا في بعضهم هاكا السنديكا مقابلته الباترونا واحنا احنا بيدنا زاد عندنا انت والنوعيه هذوما يتحطوا مع بعضهم يخرجونا المطلوب كونكلاف نتاع جمعتين تفضل افامي يمشي معاك اي سورتو يرجع الغوغان نتاع انه يا خويا اقعدوا تعاركوا يا جماعه السياسه في بعضكم اما سيقينا لو كادر اللي ما عادش معز قال ولا نبيل قال ولا سي الهادي قال لا 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 تلموا الكل واستفقوا في هذا اذا كان نعملوا هذه سي جوابل مي ابون انتردور وصلنا في فتره ما بون في وضعيات اخرى بور لوتي كونتر دوتر ديريف مش كان هذا تلموا على الاقل 7 8 من اللي نحكي لك فيه قال لك خويا باهي داكور بور لوتي كونتر سيت ديرشون هاتوا نتلموا دونك سي بوسيبل مي فيها برشا معناها كي تتلم معناها ماهيش لما نتاع فزعه نو لما نتاع اون فا برودوير ان سوكل ولا ان بابي ايش تعني باغ لا نخليكم تتكلموا على اون ريبريز ا كور تيرم double quand on va effectivement la flamber tel cours de pétrole la céréale est-elle possible voilà est-ce que finalement nous allons devoir nous enfoncer davantage Je pense que la conjoncture internationale s'est aggravée. Je pense que aujourd'hui les conditions ne sont plus les mêmes. Je pense qu'il y a une situation assez compliquée au niveau géostratégique. Et je pense qu'il y a des tendances inflationnistes assez lourdes au niveau mondial et que ces tendances vont impacter l'inflation en Tunisie qui est déjà élevée. Et donc on va partir à des taux à 2 chiffres. Donc aujourd'hui tous les observateurs, toutes les personnes avisées, les opérateurs eux-mêmes disent que d'ici la fin de l'année, on sera à plus que 10% de taux d'inflation. Cette inflation en Tunisie est conjuguée aussi à une croissance molle, une croissance assez atone. Et donc ça pourrait aboutir à ce qu'on appelle de la stagflation, ce que nous sommes déjà en train de vivre depuis un certain temps, mais ça va s'aggraver encore plus. Et à partir de là, donc, nous aurons du mal à pouvoir créer assez de richesses ou assez de recettes pour pouvoir, donc, je dirais, atteindre nos ambitions, atteindre les promesses, les engagements en matière de création d'emplois ou de création, je dirais, ou d'amélioration du pouvoir d'achat du Tunisien. Donc il doit y avoir une période de sacrifice, il doit y avoir une période où on doit accepter donc ces contraintes et en même temps on doit pouvoir les gérer mais faire face. Je dirais que c'est pas valeureux ou c'est contre-productif d'être défaitiste bien sûr et de se dire voilà je ne peux plus m'en sortir surtout avec cette conjoncture internationale. Moi je crois il y a des manières de faire, il y a des politiques, il y a des stratégies pour faire face à cette conjoncture. Il faut jouer sur je dirais la compétitivité au niveau national, on reste compétitif au niveau coût et donc c'est des avantages comparatifs qu'on pourrait tirer au niveau de nos PME. Aujourd'hui quand on voit les coûts de production en Europe ou bien même dans des pays voisins, ça n'a rien à voir avec la Tunisie. En plus nous avons encore du savoir-faire, il faut jouer sur ça, il faut
faut redorer le blason ou les blasons à nos entreprises tunisiennes locales qui ont su, à un moment donné, s'exporter, qui ont su aussi conquérir d'autres marchés. Donc, c'est des entreprises qui ont le moyen de pouvoir s'affirmer comme des acteurs régionaux ou bien au niveau de la Méditerranée ou en relation avec l'Europe, des acteurs qui sont de premier plan, mais il faut les accompagner. Moi, je crois beaucoup dans l'entreprise tunisienne. Je crois que la solution pourrait venir en partie de la PME tunisienne. L'économie allemande aujourd'hui est forte grâce à son tissu de PME. Nous avons... Tout à fait, Italie aussi. Nous avons un tissu de PME. Ce tissu de PME aujourd'hui, il est en train de s'effriter, il est en train de s'essouffler. Il faut agir d'urgence pour maintenir donc ces PME tunisiennes en Tunisie, pour les accompagner en matière de financement de leurs besoins d'investissement. C'est des PME qui ont du potentiel, qui peuvent contribuer à créer de la richesse en Tunisie, qui peuvent contribuer à exporter et à nous ramener des devises. Donc nous avons quelques avantages comparatifs sur lesquels il faut jouer. Le tourisme, ça reste toujours, je dirais, un secteur à travers lequel je pourrais réaliser des recettes à court moyen terme. Nous avons une saison qui s'annonce, nous avons, je dirais, un potentiel, même si la situation est un peu compliquée. Mais le tourisme ne peut marcher qu'avec aussi une transformation assez profonde du secteur logistique et du transport aérien. Aujourd'hui, Tunisair constitue un boulet pour le tourisme. Aujourd'hui, avec une compagnie nationale qui a 7 avions, je ne crois pas que cette compagnie pourrait être, je dirais, un facteur de développement du tourisme tunisien. Donc il faut aller vers des décisions courageuses, comme l'Open Sky, comme donc la possibilité qui peut être ouverte aux compagnies low cost de pouvoir atterrir en Tunisie. Aujourd'hui, on voit ça au Maroc, on voit ça en Égypte, ça a chambardé leur paysage et puis donc je dirais l'évolution de leur secteur touristique. Donc il y a des mesures qu'on pourrait prendre qui sont des mesures courageuses, qui peuvent débloquer des situations et qui peuvent nous permettre de gérer ce contexte international assez compliqué. Je termine sur un point qui est assez important, qu'on n'a pas abordé, on l'a abordé en filigrane ou bien, je dirais, d'une manière transversale. C'est il y a une réforme assez urgente pour moi qu'on doit faire, c'est la réforme du code de change. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer avec ce système de change qui est complètement obsolète, qui est complètement contre-productif. Le gouverneur de la Banque centrale lui-même le reconnaît, les cadres de la Banque centrale le reconnaissent, les opérateurs économiques et financiers le reconnaissent. Jusqu'à quand on va rester avec ce code de change? Aujourd'hui, il faut entamer cette réforme, il faut aller vers une ouverture par rapport donc aux opérations internationales, aux transactions. Il est contre-productif de continuer à priver le Tunisien d'avoir un compte en devise ou de priver donc les opérateurs économiques, les promoteurs des startups, les jeunes Tunisiens à faire des transactions au niveau international. Ça peut libérer des initiatives, ça peut encourager des projets pour se développer. Aujourd'hui, je suis dans des PME tunisiennes ou pour faire des petits transferts qui rentrent dans l'activité de ces entreprises dans des pays africains, il nous faut l'autorisation de la Banque centrale. Et l'autorisation, parfois, elle dure des mois et des mois, alors que je suis en train de ramener des devises au pays pour pouvoir donc payer des transactions en devises ou faire des transferts. Je reste 3 ou 4 mois pour attendre à ce que la Banque centrale accepte ou non. Donc ça, c'est vraiment contre-productif, c'est inacceptable en 2022 d'avoir cette lourdeur au niveau donc du code de change et cette inertie dans ce code de change qui n'a pas évolué depuis des années et des années. Aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'on n'arrive pas à un opérateur qui cherche tout ce qui est alternatif. Je ne suis pas obligé de passer l'éternité à attendre la finance indirecte. La finance indirecte, je fais de direct. البنوك عندك تلقى سيكار وتلقى الانترميدير وتلقى سي با نورمال. تعطيني على الاقل نتنفس شويه بالنسبه للفوند انفستيسمون، فوند انفستيسمون وزاره التعاون الدولي لازم تكون اي حاجه موجوده. وهاهم لي كونديسيون بتاعهم وهاو السيت ويب بتاعو وهاو وين تمشي له وهاو ترى شنو وتو تخلق وقت دي سوسيتي دانفستيسمون دو فينانسمون واللي يكونوا طيارات باش يجيبوا الفاند رايزينغ العمليه هذه لازم يصير. Pourquoi se priver de ça? علاش؟ C'est beaucoup d'argent. وفيها devise وفيها دور العمليه. Deuxième point concernant l'inflation والوضعيه نتاع السيريال والواحد كل شيء سي بريفيزيبل صعب تبيع كنت تشوف الانديس نتاع الفاو تي بريسك عندنا 10 سنين كل عام يزيد ب 10 11%. دونك عندنا ديبوندمون اللي صاير غادي وشويه لاسيرونس باش تزيد ولا غارتي وغيره. سافيت كونتكستويل خاطر
on croise les doigts وانه ça dure pas trop بالنسبه للأوكران et la Russie. احنا نحكيو على السوم بتاع السيريال. Les opérateurs في السيكتور من اوسو من جويليا اللي فات يقول لك راهو ديجا من 64 رانا طلعنا يجيو يشريو توا لي زاشا جروبي ما نعملوش فيه فاسون هذا كل يلزموا معناها ريبونسي تو سا مي في كل حالات الانفلاسيون باش تكون واقعه بالنسبه للسنه ومتخلط بدير 9 10% باش تخلط له سي با لا بون نوفيل مي سي لا رياليتي مي دو فاسون سا سورا ادمي بويسكو قايد على الحرب مي ريالمون هي لوريجين تاعها اوتر معناها اون بارتي اوتر. اذا كان جاسيس على حاجه هو هالبارتنير بوبليك بريفي لي كرون بروجي. اليوم كان تصير لما هذيك حتى ما جاوش الكل يجيو منهم برشا وقبلها من غادي لانسيو الماكينات نتاع البارتنير بوبليك بريفي ولي زارجونتي نتاعنا باش يعملوا سيغونشير على الريبريز نتاع الديت تولي فيها لعبه صحيحه. دون تو سا يفو ان ايتا واقف على ساقيه. هوني لاسبي بوليتيك ما نفهمش فيه برشا مي راهو اونيتمون اذا كان بوليتيك ما تبعش باش نقعدوا توا في نفس الحكايه كريز كونفيونس وبعض. تجي تشيطني انا كرجل اعمال تضربني بمرسوم والاخر يضرب بالفيسكاليتي من غادي والمطار كذا وكما كان يحكي معز دوفيز ما نجمش يخرج ماشي ماشي اون في تو باش لي ميور إليمون في لو بيي فاش خا. دونك اليوم هذا الروغان نربطوا بك اللمه هذيك كانت تلم هذيك خاطر باش تحطوا هذوما الكل على الطاوله يتحطوا على الطاوله ناخذوا فيهم قرارات كيفو. دونك اليوم الديالوج العادي هذاك اللي صار نجم تعمل بوليتيكمون مي لا كوليكتيفيتي ايكونوميك سوسيال نوتامون هل لي كوربوراسيون على الاقل مهيكلين موجودين كان ما تلموش مع بعضهم ماهوش يصير حتى ريفورم.